Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. J'utilise un nouvel enregistreur vocal, donc n'hésitez pas à me dire si c'est une mauvaise idée. La malédiction de l'épouvanteur, chapitre 14, le récit de mon père. Nous arrivâmes en vue de la ferme peu avant le coucher du soleil. À cette heure, papa et Jack s'occupaient de la traite. C'était le moment propice pour parler à maman, seule à seule. Je n'étais pas revenue à la maison depuis le printemps, l'époque où mère Malkin, cette redoutable sorcière, s'était introduite chez nous. Grâce au courage d'Alice, nous avions réussi à la détruire, mais ces événements avaient profondément troublé Jack et Ellie, son épouse, et ils n'apprécieraient pas que je sois à la maison après la tombée de la nuit. Mon travail les terrifiait, et ils craignaient qu'un malheur n'arrive à leur petite fille. Aussi, prévoyais-je de reprendre la route dès que j'aurais trouvé le moyen d'aider mon maître. J'avais conscience de mettre la vie des miens en danger en amenant Alice et M. Grégory à la ferme. Si les hommes de l'inquisiteur étaient à nos trousses, ils n'auraient aucune pitié pour des gens abritant une sorcière et un épouvanteur. Pour éviter les risques inutiles, je les installai dans une hutte de berger inoccupée depuis des années, située à la lisière de nos terres. Elle appartenait à des fermiers voisins qui n'avaient plus de troupeaux. Après les avoir priés de m'attendre, je coupai à travers champs et me dirigeai vers notre ferme. Quand j'ouvris la porte de la cuisine, je découvris maman assise dans son rocking chair, à sa place favorite, au coin du feu. Sans se balancer, elle me regardait entrer. Les rideaux étaient déjà tirés et les bougies de cire allumées dans le grand chandelier de cuivre. D'une voix douce, elle dit « Prends une chaise, viens près de moi et raconte ». Mon arrivée ne la surprenait pas le moins du monde. J'y étais habituée. Les femmes des environs faisaient souvent appel à ma mère en cas de naissance difficile. Et, curieusement, elle savait si quelqu'un avait besoin d'aide bien avant que le message ne lui parvienne. De la même façon, elle avait pressenti que j'approchais. Maman n'était pas une personne ordinaire. Elle possédait des dons qui l'auraient rendue fort suspecte aux yeux de l'inquisiteur. Il s'est passé une chose grave, n'est-ce pas? Et qu'est-il arrivé à ta main? Ce n'est rien, maman, une simple brûlure. Alice m'a soignée, je n'ai plus mal. Au nom d'Alice, elle haussa les sourcils. Je t'écoute, mon fils. Je hochai la tête, une boule dans la gorge. Je dus m'y reprendre à 3 fois avant de prononcer ma première phrase. Quand je parvins à m'exprimer, mon récit sortit d'une traite. Ils ont failli brûler M. Grégory, l'inquisiteur l'a aidé à Preston. Nous sommes enfuis, mais on nous recherche et l'épouvanteur ne va pas bien. Il faut le secourir et nous secourir aussi. J'acceptai enfin de m'avouer à moi-même ce qui me perturbait le plus, et mes larmes débordèrent. Si j'avais d'abord refusé d'aller jusqu'au bûcher, c'était simplement parce que j'avais eu peur. Peur de me faire prendre et d'être brûlée, moi aussi. Que diable faisiez-vous à Preston? Le frère de M. Grégory est mort et son enterrement avait lieu là-bas. Nous devions nous y rendre. Tu ne m'as pas tout dit. Comment avez-vous échappé à l'inquisiteur? Je ne tenais pas à ce que ma mère apprenne le rôle d'Alice dans cette histoire. J'aurais préféré qu'elle ignore de quelle façon cette fille qu'elle avait défendue avait fait alliance avec l'obscur, ainsi que l'épouvanteur l'avait redouté. N'ayant toutefois guère le choix, je lui contai l'affaire. Lorsque j'eus terminé, elle poussa un profond soupir. Voilà qui est inquiétant, très inquiétant. Le fléau en liberté, ça ne présage que du malheur pour les gens du comté, d'autant qu'il a soumis une jeune sorcière à sa volonté. Nous sommes en danger, alors tâchons d'agir au mieux. Je prends mon sac et je vais voir ce que je peux faire pour ce pauvre monsieur Grégory. Merci, maman. Réalisant soudain que je n'avais parlé que de mes propres problèmes, j'ajoutai « Et comment ça va ici? Comment va le bébé d'Ellie ?» Maman sourit, avec cependant une pointe de tristesse dans le regard. « Oh, la petite va bien. Ellie et Jack sont heureux. » Elle se pencha et posa doucement la main sur mon bras.
Mais j'ai de mauvaises nouvelles pour toi, Tom. Cela concerne ton père. Il est très malade. » Je me levai, incrédule et bouleversée, à l'expression du visage de ma mère. Je devinai que c'était grave. « Assis-toi, mon fils, » reprit-elle, « et écoute-moi attentivement avant de t'affoler. Si son état est sérieux, cela aurait pu être pire. Il a attrapé un gros rhume qui a touché les poumons et évolué en pneumonie. Nous avons failli le perdre. Il se remet à présent. Il devra néanmoins rester au chaud cet hiver. Je crains qu'il ne puisse plus beaucoup s'occuper de la ferme. Jack sera obligé de se débrouiller sans lui. « Je pourrais l'aider, maman. »« Non, Tom, tu as ton travail. Avec le fléau en liberté et ton maître affaibli, le comté a plus que jamais besoin de toi. Laisse-moi le temps d'annoncer à ton père que tu es là. Je lui dirai rien de tes soucis. Inutile de l'inquiéter ou de lui causer un choc. Nous garderons cela pour nous. » J'attendis dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, maman redescendait, son sac à la main. « Je vais m'occuper de ton maître. Monte voir ton père. Il est heureux que tu sois revenu. Ne lui parle pas trop longtemps. Il est encore très faible. » Papa était assis dans son lit, appuyé contre des oreillers. Il eut un pâle sourire en me voyant entrer. Son visage émacié et la barbe grise qui lui mangeait le menton le faisaient paraître plus vieux qu'il n'était. « Quelle bonne surprise, Tom ! Installe-toi, » fit-il, en désignant d'un mouvement de tête une chaise près du lit. « Je suis désolé, » dis-je. « Si j'avais su que tu étais malade, je serais venu plus tôt. » Papa leva la main comme pour signifier que peu importait. Puis une toux violente le secoua. S'il allait mieux, qu'est-ce que cela devait être avant? Une odeur particulière flottait dans la pièce, ce relent douceâtre propre aux chambres de malades. « Comment va ton travail ?» me demanda-t-il, quand la quinte cessa enfin. « Ça va, je m'y habitue, et ça me plaît davantage que les tâches de la ferme, » répondis-je en repoussant au fond de mon esprit ce que je venais de vivre. « Plus amusant que d'être fermier, hein ?» me taquina-t-il avec un sourire. « Tu sais que moi, je n'ai pas toujours travaillé la terre. » Je hochai la tête. Dans sa jeunesse, papa avait été marin. Il avait souvent évoqué les endroits qu'il avait visités. C'étaient de superbes récits, palpitants et hauts en couleur. Quand il se rappelait cette époque révolue, ses yeux brillaient d'un éclat singulier. J'eus envie de les revoir s'allumer. « Oh, oui, papa, raconte-moi une de tes histoires, celle de l'énorme baleine. » Il resta un instant silencieux, puis il me prit la main pour m'attirer plus près de lui. « Il y en a une qu'il faut que je te transmette, fils, avant qu'il ne soit trop tard. »« Ne dis pas de bêtises, » protestai-je, inquiet du tour que prenait la conversation. « Non, Tom, je compte bien voir encore un printemps et un été, mais mon séjour en ce monde touche à sa fin. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement et j'en ai conclu qu'il était temps de te faire certaines révélations. Je ne pensais pas en avoir l'occasion de sitôt. Puisque tu es là, je vais en profiter, car qui sait quand je te reverrai. » Il marqua une pause, puis il poursuivit. « C'est à propos de ta mère, de notre rencontre. »« Tu verras d'autres printemps, papa, » m'écriai-je. Cependant, j'étais surpris. De toutes les merveilleuses histoires de mon père, il y en avait une justement qu'il ne nous avait pas contée, celle de sa rencontre avec maman. Il n'était jamais disposé à en parler. Si on l'interrogeait, soit il changeait de sujet, soit il nous envoyait le demander à notre mère. Nous n'avions pas osé. Il y a des choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant, mais on ne pose pas de questions. On sait d'instinct que les parents n'ont pas envie d'y répondre. Aujourd'hui, c'était différent. Il secoua la tête d'un air las, puis la laissa tomber comme si un lourd fardeau pesait sur ses épaules. Quand il se redressa, il souriait faiblement. « Je ne suis pas sûre qu'elle m'approuverait. Aussi que cela reste entre nous. Je ne dirai rien non plus à tes frères, et je te demande de ne pas leur en parler, fils. Mais je pense au genre de travail auquel tu es destiné, étant le 7e fils d'un 7e fils, tout ça. Et
Il se tut de nouveau et ferma les paupières. Je le regardai, et une vague de tristesse me submergea, tant il avait l'air vieux et malade. Enfin, il rouvrit les yeux et entama son récit. Très vite, de peur peut-être de changer d'avis. Le bateau où j'étais matelot avait accosté dans un petit port pour s'approvisionner en eau. C'était un lieu isolé, dominé par de hautes collines rocheuses. On n'y trouvait que la demeure du commandant du port et quelques petites maisons de pêcheurs. Nous naviguions depuis des semaines et le capitaine, qui était un brave homme, décréta que nous avions besoin de repos. Il nous autorisa donc à aller à terre. Nous nous séparâmes en 2 équipes d'une 12aine d'hommes. Je faisais partie de la seconde, qui quitta le navire à la nuit tombée. Quand nous pénétrâmes dans la plus proche taverne, à l'entrée d'un village, à mi-chemin de la montagne, elle était sur le point de fermer. Nous bûmes rapidement, jetant l'alcool au fond de nos gosiers, comme si c'était notre dernière beuverie, et nous nous achetâmes chacun un cruchon de vin pour le vider au retour. Je bus sûrement un peu trop. Je me réveillai sur le bord du sentier pentu qui descendait au port. Le soleil était sur le point de se lever, ce qui ne m'inquiétait pas trop. Nous ne devions pas reprendre la mer avant midi. Je me remis sur mes pieds, secouai la poussière de mes habits. C'est alors que j'entendis des sanglots, à quelque distance de là. J'aurais été une bonne minute à écouter avant de me décider. Ça ressemblait à des pleurs de femmes, mais je me méfiais. J'avais entendu d'étranges rumeurs sur ces régions à propos de créatures qui s'attaquaient aux voyageurs. J'étais seule, et autant te l'avouer, j'avais peur. Dire que si je n'avais pas cherché à savoir qui pleurait, je n'aurais pas connu ta mère, et tu ne serais pas là aujourd'hui. Je gravis péniblement la pente raide jusqu'au sommet d'une crête en suivant le sentier qui me mena de l'autre côté au bord d'une haute falaise. Les vagues s'écrasaient sur les rochers en contrebas et je vis notre bateau ancré dans la baie. Et il me parut tout petit, croire qu'il aurait pu tenir dans la paume de ta main. Une corniche saillait de la falaise, telle une dent dans la mâchoire d'un rat. Une jeune fille était assise face à la mer, le dos contre la paroi, enchaînée au rocher, et elle était aussi nue qu'au jour de sa naissance. À ces mots, le visage de papa s'empourpra comme une robe de cardinal. Elle m'aperçut et me cria je ne sais quoi. À ses mimiques, je devinais que quelque chose l'effrayait, quelque chose de pire que d'être attaché à ce rocher. Parlait dans sa langue que je ne comprenais pas, que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. À toi, elle te l'a enseigné, à toi seul. T'es une bonne mère, pourtant, tes frères n'ont pas eu le droit d'apprendre un mot de grec. Je hochai la tête. Certains en avaient été jaloux, surtout Jacques, ce qui ne m'avait pas simplifié la vie. Je n'entendais rien à ces paroles, reprit mon père. Cependant, il était clair que ce qui la terrifiait venait de la mer. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Puis le disque du soleil émergea à l'horizon et elle hurla. Je n'en crus pas mes yeux. De minuscules cloques se formèrent sur sa peau et en quelques instants, son corps ne fut qu'une plaie. C'était le soleil qui l'épouvantait. Tu l'as probablement remarqué. Elle évite toujours de rester dehors, même sous la lumière timide de notre comté. Or, dans ce pays-là, le rayonnement était féroce. Je sus que, si je ne l'aidais pas, elle mourrait. Il s'arrêta pour reprendre haleine, et je pensai à maman. Je n'ignorais pas qu'elle craignait le soleil, j'avais toujours considéré cela comme naturel. Je devais agir vite, continua papa. J'ôtai ma chemise pour l'encouvrir, elle n'était pas assez grande. J'ajoutai mon pantalon et je m'accroupis devant elle, le dos au soleil, pour la protéger de mon ombre. Je demeurai dans cette position jusqu'à midi passé. Quand le soleil disparut derrière moi, derrière la montagne, mon bateau avait levé l'ancre sans moi. Mon dos était rouge brique, mais ta mère était vivante et les cloques s'étaient résorbées. Je m'efforçai alors de délier ses chaînes. Celui qui les avait attachées s'y connaissait mieux en eux que moi, qui était pourtant un marin. Lorsque je parvins enfin à la libérer, je découvris une chose si cruelle que j'eus peine à y croire. Ta mère, c'est une femme si bonne. Comment avait-on pu lui faire ça ? Papa se tut, la tête baissée, plongé dans ses souvenirs, et je vis que ses mains tremblaient. J'attendis une longue minute, puis le pressai doucement. « Que veux-tu dire, papa ? Que lui avait-on fait ?» Il releva la tête. Les yeux étaient remplis de larmes.
On lui avait cloué la main gauche au rocher avec un clou énorme, et je craignais de la blesser davantage en l'arrachant. Alors, elle sourit, et elle dégagea sa main d'un coup, laissant le clou dans le roc, sans s'inquiéter de son sang qui ruisselait sur le sol. Elle se leva et s'avança vers moi, comme si de rien n'était. Je reculai et faillis basculer du haut de la falaise. Elle me retint en me saisissant l'épaule, et elle m'embrassa. Comme tous les marins qui font escale chaque année dans des dizaines de ports, j'avais déjà embrassé des femmes. Mais le plus souvent, j'avais ingurgité des pintes de bière et j'étais saoul. Je ne peux l'expliquer, mais je sus à cet instant qu'elle était celle qui m'était destinée. La femme avec qui je vivrais le reste de mes jours. Il recommença à tousser et sa quinte dura longtemps. La crise le mit hors d'haleine. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre la parole. J'aurais dû le laisser se reposer. Toutefois, je songeais que l'occasion ne se représenterait peut-être pas, en effet. Mon esprit travaillait à toute vitesse. Certains points du récit de mon père me rappelaient ce que l'épouvanteur avait écrit à propos de Meg. Elle aussi avait été attachée avec une chaîne. Elle aussi, quand il l'avait libérée, l'avait embrassée. Je me demandais si la chaîne qui avait lié maman était une chaîne d'argent, sans oser poser la question. Je n'étais pas sûre de vouloir entendre la réponse. Si papa avait cru bon que je le sache, il l'aurait précisé. Qu'est-il arrivé ensuite ? M'enquis-je. Comment as-tu réussi à revenir au pays ? Ta mère était riche. Elle vivait seule dans une grande maison au milieu d'un jardin entouré d'un haut mur à un mille à peine de la falaise où je l'avais trouvée. Nous nous y rendîmes et j'y demeurai. Sa main guérit très vite sans garder la moindre cicatrice. Je lui appris notre langue, ou plus exactement, elle m'apprit et elle la lui enseignait. Je désignais des objets en prononçant leurs noms. Quand elle les avait correctement répétés, j'approuvais d'un signe de tête. Une seule fois suffisait. Ta mère a l'esprit vif, tu sais. Plus que vif, c'est une femme d'une grande intelligence qui n'oublie jamais rien. Nous passâmes plusieurs semaines dans cette maison et j'y étais heureux, sauf certaines nuits étranges où ses sœurs, deux grandes femmes d'allure sauvage, venaient la voir. Elles allumaient un feu dans le jardin derrière la maison et discutaient avec ta mère jusqu'à l'aube. Parfois elles dansaient autour du feu ou bien jouaient aux dés, mais à chacune de leurs visites, il y avait des disputes de plus en plus violentes. Je savais que j'en étais la cause, car ces sœurs me jetaient des regards furieux quand je les observais par la fenêtre, et ta mère me faisait signe de reculer. Non, elles ne me portaient pas dans leur cœur. C'est pourquoi nous finîmes par quitter cette maison pour venir nous installer dans le comté. J'en étais parti comme matelot, louant ses services à un capitaine. J'y revins en homme du monde. Ta mère paya notre voyage, nous avions une cabine pour nous seuls. Plus tard, elle acheta cette ferme et nous nous mariâmes dans la petite église de Mélor, près de laquelle reposent mes parents. Ta mère n'est pas croyante, elle le fit pour moi, pour éviter les bavardages des voisins. Avant la fin de l'année, ton frère Jack était né. J'ai eu une belle vie, fils, et la meilleure part a commencé le jour où j'ai rencontré ta mère. Je te raconte cela afin que tu comprennes. Tu devines, n'est-ce pas, qu'un jour, lorsque je ne serai plus là, elle retournera chez elle, dans ce pays auquel elle appartient. La stupeur me laissa bouche bée. Et sa famille, soufflai-je, elle n'abandonnera pas ses petits-enfants. Papa secoua tristement la tête. Je crains qu'elle n'ait pas de choix, fils. Elle m'a confié un jour qu'un travail à terminer l'attendait là-bas. J'ignore de quoi il s'agit, et elle ne m'a jamais dit pourquoi on avait voulu la faire mourir en l'enchaînant à ce rocher. Elle possède un monde à elle, une vie à elle, et le moment venu, elle y retournera. Aussi, ne lui rends pas la tâche plus difficile. Regarde-moi, fils. Que vois-tu ? Je ne sus que répondre. Tu vois un vieil homme qui n'a plus beaucoup de temps à vivre. J'en ai la certitude chaque fois que le miroir me renvoie mon image. Et n'essaie pas de me dire le contraire. Ta mère, elle, encore dans la fleur de l'âge. Si elle n'est plus la jeune fille d'autrefois, elle a encore de belles années devant elle. Sans les circonstances extraordinaires où elle m'a rencontré, elle ne m'aurait pas accordé un regard. Elle mérite de retrouver sa liberté, et tu devras la laisser s'en aller avec le sourire. Me le promets-tu, fils ? J'acquiesçai d'un hochement de tête et restai près de lui jusqu'à ce qu'il s'apaise et s'endorme. Fin du chapitre 14.